Comment ça fonctionne? C'est bon? Ok. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui, on va parler de comment écrire du code qui génère du code. C'est un peu méta, mais vous allez voir, ça a des intérêts. Donc, pour me présenter brièvement, je travaille depuis plus de 2 ans chez MUI, qui est une entreprise qui fait des composants en React. Et sinon, quand j'ai un peu de temps, je travaille pour Open Food Fact ou Nos Députés, qui a pour but de vous apporter des informations sur l'alimentation ou vos représentants législatifs. C'est un peu moins fun, mais tout aussi utile. Évidemment, on recrute, alors plutôt chez MUI, de l'autre côté, on cherche plus des bénévoles, mais si vous voulez faire du JS ou autre chose, il y a de la place pour vous. Et on va commencer ce talk par un retour d'expérience. Back en 2019, j'étais en cabinet de conseil et chez React, les hooks venaient de sortir. Donc pour les plus juniors d'entre vous, à l'époque, il y a longtemps, on faisait du React comme ça, c'est-à-dire qu'on devait définir des classes qui étant des composants, et la façon de définir des states, c'était rajouter des attributs à votre classe. Et le JSX devait être dans une méthode qu'on appelait render à l'époque. Maintenant, ceux qui font du React le savent, on a des hooks, donc React useState, et ça vous permet d'avoir votre valeur et un setter automatiquement. C'est un peu plus court, je préfère, mais les goûts et les couleurs. Mais bon, quand vous faites votre migration, ben, d'un seul coup, vous avez votre classe à changer en une fonction. Le render, ça doit devenir un return. Et évidemment, la partie state doit devenir un useState. Ce qui fait que la migration est un peu compliquée, puisque vous avez quasiment tous vos fichiers de la base de données, de votre base de code, à modifier, un à un. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc c'est ce qu'on file aux juniors. Pas de chance, j'étais junior à l'époque. Voilà. Mais bon, en gros, on se rend compte qu'il y a des patterns quand même. Vous voulez changer un composant d'une classe vers une fonction, bah, ce pattern-là revient assez souvent, donc vous dites, je vais faire un contrôle H pour faire search and replace. Là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez sélectionner des sous-composants, des, des sous-chaînes de caractères à l'intérieur d'autres, donc en fait, ça va juste faire n'importe quoi. Vous dites, une expression régulière, c'est beaucoup plus efficace. Et à l'époque, je me suis arrêté là, j'ai fait des scripts Python qui font des expressions régulières et qui moulinent la partie la plus fatigante de la transformation. On va faire avance rapide. Blackout, j'étais à l'EPFL pendant ces 2 ans, et après j'arrive chez MUI, et là je me rends compte que il y a énormément de code et beaucoup de redondance. Par exemple, quand vous créez un composant, vous commencez par définir le typage de ses props, après le cœur de métier, donc là vous commencez réellement à construire votre composant, et là on va sortir une relique de React, les prop types qui étaient avant TypeScript, la façon de créer un contrat pour vérifier ce que devaient faire vos props. Donc là par exemple, c'est un booléen, et comme il n'est pas marqué .require, elle est facultative. On a aussi une documentation, donc énormément de markdown et des scripts pour vous permettre de copier-coller du code. Les gens aiment beaucoup copier-coller le code et après se plaindre que ça fonctionne pas exactement comme ils l'espéraient. Et si vous voulez le tweaker, on a des pages API, donc en fait c'est des énormes fichiers JSON qui contiennent le nom de toutes les props, leur définition, leurs valeurs par défaut, les warnings, les deprecated, etc. Et enfin, notre code, il vit dans la codebase des utilisateurs, c'est-à-dire que quand on fait une modification, bah, pour passer de la V4 à la V5, ils sont aussi, on passe du côté des méchants, c'est nous qui forçons les juniors à faire des petites modifications. Bah, en fait, on peut automatiser pas mal de choses là-dedans. Le TypeScript, il peut servir à générer les prop types. Il peut aussi servir à générer votre fichier d'API à partir des commentaires. Et il y a ce qu'on appelle des code mods, ce qui permet aux utilisateurs de gérer les breaking change, en tout cas les plus simples, avec un simple script. Donc là, par exemple, ces 3 lignes de commande permettent de générer les fichiers qui sont en noir. Et là, on va pas y aller avec des expressions régulières, parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Bienvenue chez, comment on dit en français, les arbres syntaxiques. En fait, il y a 2 façons de voir cette ligne de code. Soit vous y allez comme une regex, donc vous vous dites c'est un C suivi d'un O, suivi d'un N, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ou vous vous dites, ceci est une déclaration de variable. Cette déclaration de variable est de type constante, et elle contient une déclaration. Une déclaration de variable, qui contient un identifiant, donc X, et qui contient une valeur, qui en l'occurrence est une valeur numérique littérale, qui vaut 42. Déjà, on a plus d'informations.
Ça paraît complexe, mais en fait, c'est juste puisque ça doit prendre en compte toutes les configurations. Donc là, pourquoi on avait declarations avec un S, c'est parce que vous pouvez faire plusieurs déclarations de variables en JavaScript, même si c'est pas une très bonne pratique. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de connaître ça par cœur. Il y a des sites, par exemple AST Explorer. Vous tapez votre code et va vous proposer l'arbre syntaxique. Donc, ça permet assez rapidement de découvrir les patterns que vous avez besoin de modifier. Et c'est le moment où on va pouvoir s'amuser avec JS Code Shift. Alors JS Code Shift, en fait, c'est une application, enfin une librairie qui vous permet de passer d'un arbre syntaxique que vous avez obtenu à un nouvel arbre syntaxique. Donc là, par exemple, le A est remplacé par un X, le B en Y, le C en Z. Et tout l'intérêt de cette librairie, c'est que ça va essayer de conserver au maximum la façon dont vous avez écrit votre code. Par exemple, est-ce que je mets des espaces autour de mon espace ou pas pour garder un petit peu votre façon d'écrire. Et ça va régénérer du code, mais qui respecte le nouvel arbre syntaxique. On est beaucoup plus flexible que sur des expressions régulières et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Ouais, j'ai pas assez de Wi-Fi pour vous faire la démonstration. On prend l'exemple qui est à droite et previous props name, on va la remplacer par next props name. Ça paraît assez simple. Croyez-moi qu'avec des expressions régulières, ce serait une tannée. Et voilà le code qui le fait. Pour vous le faire très rapidement, en fait, vous avez root qui va vous dire, voilà, on est à la racine de notre arbre syntaxique. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, on va chercher tous les éléments JSX. On va chercher ceux qui s'appellent myComponent. Donc nous, d'habitude, on fait la liste de tous les composants qui ont subi des breaking change et on va vérifier, on va venir les récupérer ici. On va récupérer tous les attributs JSX, donc ce qui en React s'appelle des props, et on va venir chercher celle qui s'appelle previous props name. Donc on se trouve maintenant à l'endroit de notre arbre syntaxique, on a vite remplacé la props, et le remplacement, moi ça se dit, se fait facilement, donc vous récupérez votre attribut, et vous le remplacez par un nouvel attribut que vous créez, donc vous créez votre propre nœud dans l'arbre syntaxique, et vous lui dites, ben, ton nom c'est un identifiant qui s'appelle nextPropName, et la valeur c'est la valeur précédente. Si vous avez besoin de changer les valeurs, bien sûr vous faites l'inverse, vous mettez l'attribut précédent, et ici vous mettez la valeur que vous voulez. Et donc ça va vous permettre de changer toutes les petites modifications du type, on change le nom du composant pour qu'il s'intègre mieux avec le reste de la librairie, on change le nom des props pour qu'elle fasse sens avec toutes nos autres props, parce que des fois on crée un composant, on lui donne un nom, et on se rend compte un an plus tard que les utilisateurs ont du mal à s'adapter à ce nouveau nom, donc on change. Et donc avec juste un seul script, vous êtes capable de mettre à jour votre base de code. Si vous voulez tester, du coup, AST Explorer propose aussi cette fonctionnalité. Donc là, vous mettez votre script de modification et vous avez version avant, après. Ça permet pas mal de débugger. C'est puissant. Après, il y a forcément des limitations. Si vous faites du props drilling ou si vous déstructurez vos props, par exemple là, pour modifier le nom de la props reçue par composant, il faudra aller chercher où est défini overprops. Et souvent, vous avez encore fait des trucs un peu complexes à l'intérieur, donc gérer tous les edge cases, c'est compliqué, mais au moins, les cas de base pourront être faits. Quand il faut réfléchir, ben là, c'est à vous de commencer à travailler. C'est quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois, en fait, quand vous utilisez Prettier. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça crée un arbre syntaxique. L'arbre syntaxique a des façons d'afficher les éléments, donc il régénère du code, sans le modifier cette fois-ci. Un linter, c'est la même chose. Il génère l'arbre syntaxique, il a des règles pour vous dire attention à cet endroit-là de l'arbre syntaxique, donc cette ligne-là, vous avez un problème. Et Babel aussi, c'est la même chose. Si vous créez des plugins Babel, en fait, c'est encore une façon de manipuler les arbres syntaxiques. Pour vous donner un exemple, vous n'avez pas besoin de faire des trucs extrêmement compliqués pour que ce soit extrêmement utile. Là, c'est un plugin Babel qui va rajouter cette ligne-là autour de la déclaration des prop types. L'idée est tout simplement de dire, ben, si vous êtes en production, on ne va pas envoyer tous les contrats de typage entre nos composants pour gagner de la bande passante. Je vous disais que c'est utile, vous pouvez voir que à peu près la moitié des projets React s'en servaient, jusqu'à 2021 où TypeScript et Flow commencent vraiment à s'imposer sur la scène JavaScript. Ça fait monter un petit peu dans le passé. Bon, grossièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez besoin de faire des modifications qui sont répétitives, vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose qui
qui est hyper compliqué, qui est impossible, à une condition, c'est de vous appuyer sur les épaules des géants. Ce domaine-là, c'est vraiment un empilement de librairies les unes au-dessus des autres. Vous avez des parseurs qui génèrent des arbres syntaxiques, vous avez Recast par-dessus qui va venir vous permettre de les manipuler, vous avez JS Code Shift par-dessus qui va vous permettre d'avoir une interface plus simple à manipuler. Donc vraiment, il faut chercher après les bons outils pour le faire. Après, vous pouvez aussi tout simplement chercher sur Internet si quelqu'un ne l'a pas déjà fait pour vous. Par exemple, on a pas mal de démonstrations dans la doc qui sont en TypeScript et en JavaScript. Vous vous en doutez, on s'amuse pas à les écrire toutes les deux. Et le script, grossièrement, j'enlève les petites modifications qui sont custom. En gros, c'est vous importez Babel et Prettier, vous lisez le fichier, et vous utilisez des configurations Babel qui ont déjà été faites. Preset TypeScript va vous transformer tout votre code en JavaScript. En gros, ça va supprimer toutes les annotations de type. Voilà, donc là, je vous ai présenté les outils qu'on utilise le plus chez MUI. Il y en a d'autres. TypeScript, c'est aussi une librairie que vous pouvez importer. C'est extrêmement compliqué de naviguer à l'intérieur de leur arbre syntaxique. Il y a énormément de détails et on ne sait jamais à quoi ça correspond. Vous avez AST-Types qui vous simplifie un petit peu la tâche. Et c'est aussi un peu le problème du domaine qui est assez obscur, puisqu'il n'y a pas énormément de gens qui s'en servent tous les jours. Donc par exemple, React Docgen vous génère une documentation entière du typage de vos composants, mais la moitié des pages de la documentation contiennent To Do Later, donc compliqué à utiliser. Et voilà, j'espère qu'on a fait à peu près le tour des outils qu'on utilise.